Le face-à-face. Et André Berkoff aujourd'hui reçoit Philippe Douste-Blazy, qui est professeur de médecine et surtout ancien ministre de la Culture, des Affaires étrangères et de la Santé, et auteur de ce livre Maladie française aux éditions L'Archipel. Maladie française que je recommande vraiment aux auteurs et aux lecteurs et aux auditeurs de Sud Radio. Ils sont en même temps lecteurs et auditeurs. Pardon, parce que Philippe Douste-Blazy, vous résumez bien l'affaire. L'affaire, elle n'a pas commencé en janvier avec le Covid. Elle était là. Et ce que vous racontez, qui est vraiment intéressant, parce que ça, moi-même, je ne me le rappelais plus, c'était qu'en 2004, donc il y a 16 ans, vous aviez présenté un plan contre les pandémies possibles et à venir. Oui, c'est exactement ça. En fait, en 2004, après le projet de loi sur l'assurance maladie, qui s'était passé assez rapidement au fond, à ma grande surprise, j'ai dit au président Chirac, mais il y a quelque chose quand même qui est peut-être plus important que tout aujourd'hui, c'est que la dernière très grande épidémie, c'était 1919. Il y a eu 50 millions de morts. Ouais. Entre-temps, l'avion... La grippe espagnole. L'avion à réaction est arrivé, c'est-à-dire que là, des dizaines de millions de gens sont dans les avions tous les jours. Il peut y avoir une dissémination un jour d'un virus dans le monde entier, et on n'est pas prêt, et personne n'est prêt. Et nous avons été, en France, la première administration au monde à faire un plan contre une pandémie. Tout était prévu, tout était établi, tout était concret. Si le virus venait de tel endroit, de tel pays... Tout était détaillé. Enfin, oui, détaillé. Ça, d'ailleurs, je l'écris dans ce livre, Maladie française, en annexe. Et rien n'est ajouté, rien n'est soustrait. C'est exactement ce que j'ai présenté au Conseil des ministres de 2004. C'est-à-dire qu'on arrêtait les avions qui venaient des zones touchées, on réquisitionnait les industries textiles pour faire des masques, et tout ce que l'administration française a été la première à faire, elle a été la première aussi à défaire, puisque dans les années 2013, 2014, 2015, d'après ce que dit la commission aujourd'hui d'enquête parlementaire, eh bien, il n'y a plus rien eu, au fond. Et quand Édouard Philippe a demandé combien il y avait de masques, on lui a répondu 117 millions, alors qu'il y en avait 1,7 milliard en 2011. Et ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et c'est pour ça, et rappelez-vous, on l'a dit partout, masque, c'est pas la peine à l'époque, hein, et oui. Là, ça ne sert à rien, etc. Oui, parce que, alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, il y a eu un réflexe de l'administration assez étonnante, qui est de dire, plutôt que de dire, écoutez, on a un gros problème, on n'a pas de masque, et il y a eu une mauvaise gestion. En plus, ce n'est pas ce gouvernement qui avait fait la mauvaise gestion, donc on aurait pu très bien dire, écoutez, voilà, on n'a pas de masque, disons-le, quoi, et puis voilà. Oui, au contraire, vite, dites-donc la vérité, ça aurait passé autrement mieux. Mais alors, justement, Philippe Douste-Blazy, vous êtes très bien placé pour tout ça, vous êtes cardiologue, vous êtes épidémiologiste, vous êtes médecin, justement, vous avez été très longtemps, 8 ans, secrétaire général adjoint aux Nations Unies, vous avez donc circulé dans le monde entier, parlé de tout ça. Ce qui est étonnant, cette espèce de pandémie mondiale, au fond, et il n'y a pas que la France, bien sûr, au fond, qu'est-ce qui fait que les politiques... Parce que vous êtes politique aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que les politiques, à un moment donné, devant ça, disent oui, mais ça n'arrivera pas. Ah, oui, c'est arrivé. Par exemple, les masques, je me rappelle la discussion entre Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé de l'époque, et un député socialiste qui disait mais qu'est-ce que c'est que vous voulez commander des milliards de masques, ça sert à rien. Qu'est-ce qui fait que l'histoire prévision, la prévision, ne passe pas? Là, il y a deux choses. D'abord, culturellement, pour tous les Occidentaux, la médecine, elle est curative individuelle. C'est-à-dire, je suis malade, je vais voir mon docteur. C'est un colloque singulier merveilleux d'ailleurs. Le médecin s'en occupe en conscience et nous, on y va en confiance. Et c'est ça la médecine. Pour 99% des gens, ça s'arrête là. Mais il se trouve qu'il y en a une autre qui est encore plus importante, qui est la médecine préventive et communautaire. C'est-à-dire, comment je fais pour... Alors, ça dépend de la population. Ça peut être la ville de Toulouse, ça peut être la France, ça peut être l'Union européenne, ça peut être les États-Unis, peu importe. Mais comment je fais pour prédire et ensuite pour protéger cette population? Ça, on l'a pas. Alors, les pays du nord de l'Europe, la Norvège, la Suède, ont plutôt ça. Nous ne l'avons pas et il faut que ça rentre. Et je le dis dans ce livre, d'ailleurs, Maladie française. La deuxième raison, c'est que les hommes politiques, en Occident, avec cette démocratie, un homme, une voix, et je reviens pas là-dessus, je suis le premier à avoir d'ailleurs participé à ça pendant 14 fois dans ma vie, eh bien,
au fond, si vous voulez, on a tellement de soucis dans une journée, tellement de bombes à retardement qui arrivent, que quelque chose qui pourrait arriver dans 15 ans, dans 20 ans, on n'en parle pas. Et donc, chaque fois qu'un chef d'État parle de la santé, c'est parce que les infirmières sont dans la rue, c'est parce que les syndicats se mettent en grève, et c'est parce que le ministre de la Santé dit il me faut plus de budget. Sinon, rien ne bouge et on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on a un problème à l'hôpital français aujourd'hui, parce que cet hôpital français, il faut le défendre, et il faut faire la grande réforme de l'hôpital, parce qu'on ne peut pas laisser les soignants comme ils sont aujourd'hui. Je me mets dedans. J'ai été ministre de la Santé 2 fois, donc je ne suis pas en train de faire des leçons à qui que ce soit. Je me mets dedans. Nous devrions faire très vite une grande réforme hospitalière. Mais alors justement, revenons, et vous en parlez aussi, effectivement, une maladie française. Comme vous dites, le Covid est une maladie mondiale, mais la manière française de la traiter a peut-être pas été la meilleure. Mais au-delà des procès d'intention ou autres, quand même, vous êtes un de ceux, et qui assez courageusement, parce que la doxa n'était pas là-dedans, qui avait pris parti en disant ce n'est pas un remède miracle, tout ça, le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, quand on l'administre assez tôt, je dis bien assez tôt, pas à l'hôpital, a montré quand même, d'ailleurs dans le monde, parce que même Donald Trump en a parlé, il l'a pris. Qu'est-ce qui fait, comment vous expliquez, est-ce que ce sont des querelles de chapelle qui ont fait que, en France, on a mis cette hydroxychloroquine au nom des substances vénéneuses, alors que le plaquenil et la nivaquine, ça fait 70 ans qu'on l'utilise. Oui, alors il y a plusieurs questions dans une, comme d'habitude. André Berco, vous avez tout dit. C'est-à-dire que vous avez dit dans la phase précoce. Et en réalité, si j'ai un seul message dans cette émission à passer, c'est que la clé, si nous voulons faire vraiment la guerre au Covid, si nous ne voulons pas revivre une 3e vague, un 3e confinement, une 4e vague, un 4e confinement, il n'y a qu'une seule chose à savoir. C'est que tant qu'il n'y a que 5000 contaminations par jour, la seule chose à faire, c'est de dépister massivement, comme d'ailleurs le professeur Raoult l'a fait à Marseille. Tous ceux qui veulent se faire dépister vont se faire dépister, et ils ont le résultat dans les 12 à 24 heures. Si vous faites ça, vous éradiquez la maladie. Vous n'êtes pas dans une structure de diminuer. Non, vous cassez les chaînes de contamination, vous cassez les clusters, et l'épidémie est arrêtée, ou presque en voie d'arrêter. Dès l'instant où vous laissez, vous ne faites pas... Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? C'est qu'il n'y a pas eu de dépistage massif en dehors de Marseille. Et donc, comme on ne dépiste pas massivement, et ça a été pareil au mois de mai, on aurait dû profiter du confinement pour aller chez les gens, sonner avec des équipes mobiles, médicales, pour dire est-ce que vous acceptez ou non d'avoir un petit truc dans le nez, et qu'on vous dise tout de suite si c'est oui ou non, vous êtes... Mais 98% des gens auraient dit oui. Et donc, les positifs, on les aurait isolés, on se serait mis d'accord pour mettre un système efficace d'isolement. On ne l'a pas fait. Et donc, quand ça passe 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 comme aujourd'hui, c'est trop tard. Donc c'est ça le sujet. Et Didier Raoult l'a fait à Marseille, donc il a vu, évidemment, comme vous l'avez très bien dit, les maladies précocement. Et dès l'instant où c'est précoce, c'est la phase virale. Et quand c'est à la phase virale, il faut une antivirale. Alors, il a pris l'hydroxychloroquine, d'autres ont pris d'autres choses. Oui. Mais c'est pour ça que ça fonctionnait. Après, si vous dites, ah mais tel projet, telle étude, tel essai clinique ne marche pas, on voit que ça ne marche pas, parce que vous mettez l'hydroxychloroquine, évidemment, dans la phase inflammatoire, évidemment, ça ne marche pas. Et c'est ça. Et il y a eu... Et alors, comment vous expliquez, Philippe Douste-Blazy, vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, encore une fois que je recommande vraiment parce que vous mettez tout sur la table et vous êtes bien placé pour ça. Comment vous expliquez qu'au lieu de parler de santé, il y a eu de telles querelles de chapelle qui sont arrivées au scandale du Lancet, quand même, c'est-à-dire, en un mot, à un moment donné, les politiques n'avaient plus la cote, on dit, on n'a plus confiance dans les politiques. Médias, la même chose, on n'a plus confiance dans les journalistes. Et puis là, on n'a plus confiance dans les médecins. Oui. Quand les gens voient du matin au soir, à bord de télévision, des médecins diplômés, dire tout et le contraire de tout, certains qui n'y connaissent rien, bien sûr, mais d'autres qui y connaissent, c'est assez terrible comme ressenti. Oui, alors il y a eu plusieurs enjeux dans cette affaire. D'abord, premièrement, sur le plan scientifique, c'est vrai que ce n'est pas bon de voir des scientifiques et des médecins s'engueuler, on va dire le mot, devant tout le monde, devant les radios et les télévisions.
Il n'y a qu'une seule chose, sur laquelle tous les scientifiques du monde et tous les médecins du monde sont d'accord. Plus vous dépistez une population, moins vous avez de morts. Pourquoi en Allemagne, ils ont 4 fois moins de morts qu'en France durant la première vague? Parce qu'ils ont dépisté partout. Pourquoi il n'y a pas de surmortalité à Marseille en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet? Parce qu'il y a eu un dépistage massif. Et pourquoi aujourd'hui, il y a 4 fois plus de contaminés en France qu'en Allemagne au moment où on parle? Parce que tout le monde dit, ah mais on est tous pris de la même manière, regardez, on confine partout. Oui, mais en Allemagne, ils ont 4 fois moins de contamination. Parce qu'ils dépistent et ils isolent. Ça, c'est le premier enjeu. On va en reparler, Philippe Douste-Blazy, après cette petite pause. On en a juste les infos et les auditeurs, mais on va en reparler. C'est passionnant. Et puis évidemment, n'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300, puisque vous aussi, vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions et éventuellement poser des questions à notre invité Philippe Douste-Blazy. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Philippe Douste-Blazy et son livre « Maladie française » qui effectivement met tous les points sur tous les i. On est en plein confinement et Philippe Douste-Blazy, vous dites que c'est une occasion, ce second confinement en tout cas, est une occasion en or pour prendre les mesures que peut-être qu'on n'a pas prises lors du premier confinement. Mais auparavant quand même, je voudrais vous faire réagir sur cette déclaration hier sur BFM TV de William Dabb, qui est médecin et qui est ancien directeur général de la santé. Écoutez. C'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque. Le masque à la maison. Absolument. Pour les collégiens et les lycéens. Absolument. Il faut qu'ils gardent le masque. Et quand on mange le dîner familial, on n'est pas tous obligés de manger ensemble. Alors, quand même, moi je veux bien qu'on prenne toutes les précautions. Je ne suis pas un bout de feu. Je ne suis pas quelqu'un qui dit allez, sortez comme ça, sans masque et tout. Bon, enfin, attendez. D'abord, le masque pour les enfants de 6 ans. Et puis deuxièmement, attention, vous êtes en famille, portez le masque, gardez le masque. Et puis mangez pas ensemble. Philippe Douste-Blazy, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, là, c'est allé quand même assez loin. Moi, ce que je crois, c'est que il faut, dans cette maladie, pour une fois peut-être prendre un peu d'avance sur ce qui nous arrive. Nous sommes toujours le nez sur le guidon. Là, on est là, on constate au fond toujours ce qui se passe. Non, ce qu'il faut faire, par contre, c'est, et ça j'en suis sûr, c'est qu'il faut profiter de ces moments de confinement pour mettre en place un système extrêmement puissant qui a été mis en place en Corée, qui a été mis en place en Allemagne, qui a été mis en place en Autriche, qui a été mis en place en Nouvelle-Zélande. Suède aussi, ils l'ont fait. Alors, oui, la Suède aussi, mais la Suède n'a pas confiné. Ah oui, c'est vrai. Mais qui est de dire, écoutez, là, on a des tests maintenant qui donnent des réponses rapides. Nous allons vous organiser des dépistages systématiques pour tous les Français qui l'accepteront, mais enfin 99% l'accepteront. Bon. Et ceux qui sont positifs, nous allons les isoler soit chez eux avec un système extrêmement puissant, les gens comprendront, ils sont responsables, ils le feront, ou alors pourquoi ne pas mettre en place un système avec toute l'hôtellerie à corps et mettre en place des hôtels, mais mettons en place un système de 4, 5 jours, 6 jours d'isolement, parce que, et c'est ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Je vous signale qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont carrément éradiqué la maladie. La Premier ministre a 93% d'opinion positive chez elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit, mais non, on ne va pas diminuer le virus, on va l'éradiquer. Et pour ça, on est 5 millions. Alors c'est vrai, 5 millions, c'est pas 69 millions, 65 millions. Mais c'est de dire, on va tous y mettre et on va, le 1er mars, elle a contrôlé tout les frontières. Le 15 mars... Elle a fermé les frontières. 15 mars, elle a fermé les frontières. Fin mars, elle a confiné et elle a fait un dépistage systématique. Eh bien, aujourd'hui, vous avez 1 ou 2 cas dans le pays. En tout. Le pays. Dans le pays. Donc, je veux dire par là que, à un moment donné, il faut
allez, faire comme une équipe de rugby. On prend tous les Français, on dit bon, on y va, on le fait à fond, on est tous ensemble, on est capable de le faire, on va être les premiers à le faire. Sinon, vous comprenez, on va toujours être avec un temps de retard. Ouais. C'est fondamental. Mais alors, expliquez-nous aussi l'histoire, parce que ça, beaucoup de gens... On dit aujourd'hui, on entend 30 000 cas de plus, 40 000 cas de plus, etc. Mais faire comprendre, parce que les cas ne sont pas les malades. Non. Je veux dire, vraiment faire comprendre ça à Philippe Douste-Blazy. En fait, c'est un signe qui ne... Oui, c'est pas tellement important, parce que si plus vous faites de tests, évidemment... Plus il y aura de cas. Plus vous avez de cas. Donc ça ne veut strictement rien dire. Je l'écris dans ce livre, d'ailleurs. Mais, au fond, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le R, c'est-à-dire je suis contaminé, combien de personnes se contaminent. Donc aujourd'hui, juste au moment où le président a parlé, c'était 1,4. Je signale que c'était 3 au mois de mars. Mais il faut baisser. Vraiment diminuer. Oui, ça a diminué. Ouais. Mais là, il faut passer à 0,7. Si on passe à 0,7, on va se retrouver avec un taux de personnes contaminées par jour de 5 000. S'il y a 5 000 personnes, 5 000 Français, 5-10 000 on va dire, Français qui se contaminent par jour, là, on va pouvoir faire ce fameux test dont je vous parle, systématique, et on va pouvoir casser toutes les chaînes de contamination. Le jour où les chaînes de contamination sont cassées, c'est terminé. Nous n'aurons plus de troisième vague. Si on ne fait pas ça, et si on attend systématiquement, et si surtout les Françaises et les Français ne comprennent pas exactement ce que les autorités disent, alors il va y avoir une crise de confiance. Et s'il y a une crise de confiance, c'est ce qu'on entend depuis le début. Avec la crise de confiance est déjà là. Mais oui, avec les petits commerçants on comprend tout ça, etc. Et donc, le plus important, c'est la confiance. Donc il faut dans une crise. Voilà. Dans une crise, il dit voilà, on est tous là, ça va mal, il y a eu des erreurs qui ont été faites, on n'a pas tous été parfaits. À partir de maintenant, on se reprend. Voilà ce que je veux. Je veux qu'il n'y ait que 5 000 à 10 000 cas par jour. Et ce jour-là, on se dépiste tous et on s'isole. Je vous assure qu'en 3 semaines, 1 mois, l'affaire sera réglée. Vous voulez dire qu'on peut très, très sérieusement et franchement faire en France ce qu'on a fait en Nouvelle-Zélande avec 65 millions d'habitants? Mais absolument, on peut le faire. En Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait au début. Aujourd'hui, en Allemagne, ils n'ont pas 50 000 ou 45 000 cas par jour. Ils ont 10 000 à 12 000 cas par jour. Pourquoi? Et avec un confinement très, très, très léger. Enfin, ils ne sont même pas confinés. Ils sont confinés dans une partie de la Bavière. C'est tout. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la phase, si vous voulez, où les chaînes de contamination, on peut les casser. Dès l'instant où on est à 40-50 000, par exemple, si vous ou moi, par malheur, on est contaminé, eh bien, mais on ne pourra pas savoir qui nous a contaminés. Et le jour où vous ne savez pas qui vous a contaminé, alors c'est incontrôlable. Donc l'idée, c'est ça. C'est absolument fondamental. Et je vous assure que c'est la clé de tout. Je suis étonné d'ailleurs qu'on ne parle pas que de ça. On a fait dire au président de la République: il va y avoir une nouvelle période de test. Il a eu raison de le dire et je suis je suis très heureux qu'il l'ait dit. Mais maintenant, il faut savoir comment ça va s'organiser dès l'instant où tous les Français vont faire l'effort, où on va repasser à 5 000, 10 000 cas, parce que sinon, c'est sans arrêt. Je ne sais même pas si on va faire 3, 4, 5 vagues. En fait, ce que vous dites, Philippe Douste-Blazy, c'est la guerre, c'est mobilisation générale. Oui, c'est ça. La mobilisation générale, elle ne marche que si le chef d'état-major explique très clairement, très simplement, et en responsabilisant les personnes, en disant on y va, on va y arriver, parce que ce pays a fait des choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc on doit y arriver, on devrait y arriver. Et d'ailleurs, quand on regarde l'adhésion des Français au premier confinement, on peut se dire, mais prenez un exemple. Durant la dernière semaine, enfin entre le 19 exactement et le 25 octobre, vous avez eu 85% de plus de contamination dans les EHPAD. Enfin, ça quand même, c'est pas tout ça parce qu'il n'y a pas eu de dépistage systématique. Y compris dans les EHPAD. Dans les EHPAD. Or, dans les EHPAD, les gens, ils sont pas pris au piège. Mais les pauvres, ils sont âgés, ils sont là, ils peuvent pas bouger. Bon, ils n'ont pas de voiture, ils sortent pas. Bon, par définition. Et donc, vous voyez, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, il faut vraiment que l'on fasse ça. C'est bien de dire chaque jour, il y en a un peu plus, il y en a un peu plus, il y en a un peu plus, mais c'est encore mieux de dire on arrive à 5 000, 10 000, et là, voilà ce que je vous propose, et on va y arriver.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire essayer de prendre en main la chose. Non, mais parce que effectivement, tout le problème, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est que la parole est facile et l'acte est plus difficile, mais quand même, cette espèce vous savez, là on entend, et c'est pour ça que l'angoisse, vous savez, cette esthéticienne qu'on a entendue plus tôt, ce commerçant, ces gens, ils sont... Parce que, si vous voulez, quand on leur donne les 2 poids et 2 mesures, ils l'ont senti comme ça, à tort ou à raison, mais on peut comprendre. Moi, je me mets à leur place. Quand ils voient que les grandes surfaces sont ouvertes, ils disent bravo les grandes surfaces, je parle pour les produits non alimentaires. Et surtout, vous savez, cette histoire d'Amazon, eux, ils vont dire, oui, moi, je suis là, je suis un citoyen, j'ai besoin de manger, j'ai besoin des produits. On me dit ça est fermé, ça est fermé, c'est fermé, mais je vais trouver une solution. Mais vous savez, dans une guerre, il y a 2 choses. 1, il faut se dire quelle est notre bataille. Quelle est la vraie bataille qu'on doit poser? La vraie, on la voit très bien, puisque maintenant tout le monde est assez d'accord là-dessus. Il y aura mi-novembre, si ça continue comme ça, 9000 personnes Covid dans les salles de réanimation. Bon, ça, il y en avait 7100 au mois de mars. Bon, donc je ne sais pas si vous voyez le sujet. Donc ça, c'est, à moins de dire qu'on est complotiste et qu'on ne croit pas ce qu'on nous dit, mais ça, moi, je ne le crois pas. Je suis sûr de ça. Je pense que le Conseil scientifique, sur cette histoire-là, ne se trompe pas. Donc ça, il faut l'éviter. Bon, ça c'est un. Il n'y a que ça. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est donner de l'optimisme aux personnes qui nous écoutent en disant oui, on va en baver, mais c'est pour en sortir le plus vite possible. Et je me répète pour la cinquième fois, et pardon de le dire, le jour où on sera à 5000, 10 000 cas, alors là, on fait un test de dépistage tel pour qu'on rouvre immédiatement. Les librairies, par exemple, c'est vrai que moi, c'est terrible que les librairies soient fermées, parce que on pourrait très bien dire aux libraires, vous faites rentrer qu'une personne chaque fois. Et c'est ce qu'il faut, ils observent. Ou 2, et évidemment, parce que si vous confinez les personnes, il faut bien en même temps leur permettre de lire, parce que sinon, alors, vous n'avez que la télévision, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça quand même. Bon. Bien sûr. Donc, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais si tout le monde a une vision positive, si on se dit, allez, on y va, voilà la raison, voilà le chemin vers lequel on va, je pense que tout le monde peut vous suivre. Alors, on va continuer d'en parler avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio. Et je vous rappelle un seul numéro de téléphone, 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff, évidemment, dans tous ses états, avec son invité Philippe Douste-Blazy, donc éminent professeur de médecine et ancien ministre de la Culture, des Affaires étrangères et de la Santé, et auteur de ce livre, Maladie française, aux éditions L'Archipel. Et puis vous aussi, vous êtes là et vous avez aussi la parole, 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Jean-Noël qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. C'est justement la commune du maire que nous avons reçu tout à l'heure, Lionel Lucas. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour Monsieur Douste-Blazy et tous vos auditeurs. Moi, je suis un peu perplexe, encore une fois, quand je vois tous ces médecins venir sur les plateaux télé. Vous avez tout à fait raison, M. Berkoff, entre autres, tous ces professeurs, ces virologues. Moi, d'abord, je me ferais savoir tous les conflits d'intérêts qui devraient signer. Il y a un arrêté qui doit dire s'il y a un conflit d'intérêts entre les médecins et les labos. Et après, quand ils ont signé ce papier, savoir s'ils sont payés comme une qui est très connue, c'est Madame Lacombe, qui est payée par le labo Gilead et un autre, je crois que c'est un labo allemand. Les sommes, on ne va pas dire sur les sommes, ça va entre 28 000, on dit 28 000 jusqu'à 230 000 euros à peu près, sur quelques années. Et là, elle vient dire un peu toute sa prose. Et surtout, s'il y a un conflit d'intérêts, elle ne peut pas dire certaines choses, ou sinon, elle dit publiquement tout ce qui se passe. Ça, c'est une première chose, qui est que tous ces professeurs qui viennent, monsieur, comment il s'appelle, le président du conseil scientifique, monsieur Delfrécy, il est bien gentil, moi, il me plaît beaucoup, cet homme-là. Mais le conseil scientifique ne se soucie pas de tous les petits entrepreneurs, tous les indépendants qui sont en train de mourir tranquillement, mais sûrement, parce que certaines personnes, mais tant mieux pour eux, ou ils sont retraités, comme M. Delfrécy, qui a plus de 70 ans, qui a une bonne retraite, et tant mieux pour lui, je ne le critique pas. Mais beaucoup de gens qui sont actifs dans le monde du travail d'aujourd'hui, qui n'arrivent plus à avoir de chiffre d'affaires depuis le mois de mars, et ça devient critique. Et on est en train de tuer 2021 au niveau du business pour certaines choses qu'on ne comprend plus. Alors tous ces médecins, ils sont maintenant
Ils sont plus du tout crédibles, tous ces virologues et médecins. Ils ne sont plus crédibles. On ne les croit plus maintenant. Parce qu'à partir où on dit tellement de bêtises, c'est plus possible. On laisse la ligne du RERB bondée, et à côté de ça, on va fermer un petit libraire ou un petit tabac dans une petite ville ou un petit village ou autre chose, qui pourrait travailler en pratiquant le protocole sanitaire, un ou deux dans le magasin. C'est très important. Et nous, nos politiques, on a fait des bêtises depuis 1972. On est descendu, et à force de descendre, nous sommes à la cave. La prochaine étape, ce sera la grotte. Et oui, il y a un gros problème, mais c'est notre faute qu'on élit des politiques, on met des politiques en place qui ne vont pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de lits. On a supprimé 100 000 lits. 100 000 lits. C'est ça le problème. Et c'est sûr que c'est pas en parlant qu'on va faire les choses, mais il faut garder raison. On ne peut pas fermer le libraire, laisser, et surtout Amazon, ils vont se gaver. Ça va être de la folie. Jean-Noël, non, c'est très. Vous avez parlé de beaucoup de choses et vous avez parlé effectivement avec beaucoup de bon sens. Et justement, je voudrais faire réagir Philippe Douste-Blazy. D'abord, effectivement, Philippe Douste-Blazy, soyons clairs, il y a même une loi qui dit que quand un médecin passe à la radio et la télévision, il doit, je dis bien déclarer, s'il travaille ou s'il est avec, et surtout c'est fait son droit, de travailler avec un labo, etc. Mais en général, on n'en parle pas. Et c'est vrai on va pas nommer d'autres noms, mais il y a un certain nombre de gens. Est-ce que ce conflit d'intérêts ne devrait pas être, au départ, exposé en disant oui, je travaille, j'ai des relations avec tel ou tel labo qui me paye tant, mais je parle quand même. Alors c'est un sujet qui est extrêmement important. Toute personne qui touche de l'argent de laboratoire pharmaceutique, premièrement, ne doit pas parler de ce sujet. D'abord, éthiquement, j'estime que c'est... de ce domaine. Ne pas parler de ce domaine. C'est, à mon avis, c'est la moindre des choses. Et si jamais... Et d'abord, premièrement. Et ensuite, si jamais il ose en parler, ce qui est quand même un culot absolument invraisemblable, alors il en parle en disant que non seulement il travaille avec tel laboratoire, mais qu'il a touché tant d'argent. Parce que là aussi, il y a encore deux solutions. Quand vous faites des essais cliniques, par exemple, vous essayez un nouveau médicament. Vous avez mis 3000 malades en placebo, l'autre 3000 malades sous le médicament. Bon. Il y a deux solutions. Vous touchez, imaginons, 200 000 euros. Ces 200 000 euros, en général, dans 98% des cas, ça va dans une caisse qui est dans le service hospitalier ou à l'hôpital, qui va servir ensuite à la recherche. Il y a 2 ou 3% de gens qui ne le mettent pas dans la caisse, il faut le dire, qui le gardent. Alors là, c'est encore pire. Donc, il faut aussi leur demander. Donc, ça, c'est très important. C'est capital, parce que ce n'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui donnent leur avis. Moi, je n'ai absolument pas je le dis tout de suite, d'intérêt avec n'importe quel laboratoire pharmaceutique. Et d'autre part, je suis au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'IHU de Marseille de manière gratuite. Je n'ai jamais touché un centime, mais je l'ai dit tout de suite. Et c'est extrêmement important par rapport à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, c'est aujourd'hui sur Internet, la loi oblige une personne de l'écrire. Donc on peut regarder tous les gens qui sont à la télévision, combien ils gagnent pas. Voilà, très bien. La deuxième chose qui a été dite, c'est, et ça c'est extrêmement important, on ouvre le RER et on ferme des petits commerces qui sont en train de mourir. Ils sont les uns sur les autres, il faut le savoir. Et ça, je comprends très bien, évidemment, ce qui est dit. La question est la suivante, c'est que, au fond, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pendant la première vague ? Pendant la première vague, comme il y a eu un dépistage massif, ils ont évité le confinement comme le nôtre. Ils ont fait un confinement comme celui qui est aujourd'hui, c'est-à-dire les gens continuent à faire du BTP, les entreprises continuaient, mais là, les petits commerçants pouvaient ouvrir, quand même, à l'époque, voilà, et ils sont arrivés en se confinant, en se responsabilisant, et c'est passé comme ça. Là, le gouvernement a voulu faire ça. Mais la question, c'est qu'on ne connaîtra le résultat de ce confinement-là que dans 3 semaines. Ouais. Et donc là, on verra soit... Vous voulez dire là, par exemple, on saura ça fin novembre. Fin novembre, oui. C'est pour ça, quand le président a dit 15 jours, ça va être juste, si vous voulez. Oui, enfin, c'est un mois. Donc voilà. Tout le monde sait ça. Oui, voilà, tout le monde le sait. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a 2 solutions. Ou le fameux R est passé à 0,9, 0,7. Et alors là,
très 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 vite ce que je vous raconte. Il faut faire un test de dépistage à tout le monde et ensuite isoler les malades. Et là, on est sûr qu'on n'aura plus de troisième vague. Aujourd'hui, vous voulez dire juste, Philippe, c'est important. Vous dites qu'aujourd'hui, on ne fait pas tout de suite le test de dépistage déjà avant d'attendre le 0,7 ? Alors, on ne le fait pas parce que, si vous voulez, on est incapable aujourd'hui de casser les chaînes de contamination tant qu'on est à 1,4, 1,3. Parce que ça ne fonctionne pas. Mais le jour où le confinement aura fonctionné, c'est-à-dire qu'on sera à 0,7, si vous ne faites pas ce jour-là, à un temps zéro, en l'espace de 15 jours, le dépistage total, eh bien écoutez, ça ne sera servi à rien, parce qu'à ce moment, évidemment, on va repartir et on reconfinera encore une fois. Mais quelle assurance, juste parce que c'est important, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, pour nous aussi, quelle assurance aujourd'hui ? Voilà, on a reconfiné aujourd'hui avec effectivement les exceptions. On voit bien ce qui se passe au niveau de tous les gens qui réagissent, Jean-Noël et tous les autres. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si au bout de 3 semaines, on constate que c'est toujours au-dessus de 1,2, 1,3. Ah ben là, ça passera certainement au confinement strict. Parce que si ça ne marche pas là, ça veut dire... nous sommes obligés, on ne peut pas faire autrement, de repasser à 0,7. On ne peut pas. Ou alors on accepte qu'il y ait des... Parce que ce que je vous signale, c'est que vous avez, au moment où nous parlons, par exemple des chirurgiens urologues qui sont en train de trier les malades qui ont du cancer. Ils se disent, par exemple, ça existe tous les jours. Moi, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui dit, un cancer de la prostate, bon, allez... c'est quand même un peu moins grave qu'un cancer de la vessie. Ah oui, ils sont obligés de choisir. Et donc, le cancer de la vessie... À cause des lits, à cause de l'équipement. Oui. Le cancer de la vessie, c'est une vraie saloperie. Là, attention, je préfère l'opérer tout de suite pour le sauver. Le cancer de la prostate, c'est vrai que c'est ennuyeux, mais quand même un peu moins. Et donc, je vais lui demander d'attendre 2 mois. Mais vous vous rendez compte ? Si moi j'avais un cancer de la prostate, mais si on me disait il faut attendre 2 mois, mais c'est catastrophique. Donc je veux dire, je le dis à nos auditeurs parce que c'est extrêmement important et je comprends très bien qu'en plus il y a des conséquences au confinement qui sont d'ordre psychiatrique, d'ordre psychologique, des gens qui sont de désespoir, et je le comprends très bien. Mais là, l'urgence des urgences, c'est quand même de pouvoir soigner les personnes qui sont en danger de mort. Donc ça, c'est important. Donc on passe à 0,7. Là où ce serait extrêmement grave, et moi où je serais très dur, là, avec les autorités, c'est si... quand on arrivera à 0,7, si on ne fait pas ce dépistage massif et cet isolement généralisé des malades positifs. On se retrouve après une toute petite pause. À tout de suite avec Philippe Douste de Blazy et les auditeurs de Sud Radio. Qui continue de nous appeler au 0826 63. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. C'est tout vu, c'est Vulco. Je dois changer mes pneus. Tu connais un spécialiste ? Moi, je vais chez Vulco. Il rembourse jusqu'à 120 € par virement bancaire pour l'achat de pneus Goodyear ou Dunlop. Ah oui, quand même, jusqu'à 120 €. Ça fait une bonne raison de venir chez Vulco. Et d'y revenir, parce que chez Vulco, c'est aussi des spécialistes de l'entretien auto. Merci pour le bon plan. En plus, j'ai un Vulco à côté de chez moi. Je file. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 21 novembre prochain dans les centres participants. Détails sur vulco.com. Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco. C'est tout vu, c'est Vulco. Je dois changer mes pneus. Tu connais un spécialiste ? Moi, je vais chez Vulco. Il rembourse jusqu'à 120 € par virement bancaire pour l'achat de pneus Goodyear ou Dunlop. Ah oui, quand même, jusqu'à 120 €. Ça fait une bonne raison de venir chez Vulco. Et d'y revenir, parce que chez Vulco, c'est aussi des spécialistes de l'entretien auto. Merci pour le bon plan. En plus, j'ai un Vulco à côté de chez moi. Je file. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 21 novembre prochain dans les centres participants. Détails sur vulco.com. Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco. Retrouvez le centre le plus proche de chez vous sur garrigue.fr. Sud Radio. En Gironde. À Libourne, sur 106 FM. J'ai vraiment envie de créer ma boîte, mais je ne sais pas par où commencer. Fais comme moi. Il y a 1 an, quand j'ai repris ma pâtisserie, j'ai contacté la Chambre de métier et de l'artisanat du Tarn. Ils m'ont proposé leur parcours créateur pour m'assister dans mes démarches. Le parcours créateur ? Oui, c'est un accompagnement complet de la validation de ton idée à l'immatriculation de ton entreprise. Information, formation, conseils individualisés, un vrai plus pour se lancer. Ils m'ont même aidé à trouver ma boîte et ils continuent à me suivre. Pour en savoir plus, inscris-toi aux 2 heures pour entreprendre sur cm-tarn.fr. Cher cambrioleur, la télé est encore sous garantie et les bijoux sont dans les chaussures de ma femme. Bon, cambriolage, à vous. Voilà ce que vous faites en ne protégeant pas votre domicile. Avec Oméris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS agréé CNAPS. Ici Sud Radio. Les Français
parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité Philippe Douste-Blazy qui nous présente son livre Maladie française aux éditions L'Archipel. Et puis vous aussi, vous nous appelez, vous pouvez interpeller notre invité et nous donnons tout de suite la parole à Marie-Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour Marie-Claire. Oui. Donc moi je vais vous poser une question. Est-ce qu'il faut seulement être énarque pour être écouté par monsieur Emmanuel Macron? Il n'y a que ces gens-là qui ont grâce à ses yeux, faut croire. Parce qu'écoutez, quand on entend tous ces anciens politiques, tous ces médecins comme vous, monsieur Douste-Blazy, vous aviez tous prévu. Malika Sorel, qu'on a entendu, qui était remarquable, elle n'a pas été entendue. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas entendu? Puisque vous avez tous prévu. Monsieur Douste-Blazy, vous êtes quand même en position d'être écouté, mais qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas ruer dans les brancards et dire au gouvernement, mais ça suffit, c'est vous qui devriez descendre dans la rue, tous ces économistes qui ont tout prévu, qui avaient tout prévu, qui ont toutes les solutions, mais qui n'arrivent pas à se faire entendre par le gouvernement. Mais moi, je demande à tous ces anciens politiques, à tous ces économistes de descendre dans la rue. C'est à vous de dire au gouvernement. Parce que, monsieur Douste-Blazy, vous étiez au gouvernement. Quand vous voyez la colère des infirmières et du personnel hospitalier, je vous signale que depuis juillet 2008, Aurélien Rousseau, succédant à Christophe Deville, est nommé directeur de l'Agence régionale de santé, d'Île-de-France, pour un salaire de 16 700 € à 17 500 € brut. Une infirmière au premier grade, c'est 16 000 € brut, 1 600 € brut, 10 fois moins. Donc vous comprenez pourquoi le personnel en a ras-le-bol et que tout ce que vous pouvez nous dire maintenant, politique, économiste, mais pourquoi vous n'allez pas ruer dans les brancards du gouvernement, dire oh vous l'avez dit, vous n'avez rien fait? Pourquoi, monsieur Douste-Blazy, vous n'avez pas suivi le plan de préparation, voir s'il était à jour, si tout se passait bien? Vous avez le pouvoir de le faire. Philippe Douste-Blazy, pourquoi vous ne descendez pas dans la rue? Alors, j'ai fait mieux que ça, puisque j'ai fait un livre de 300 pages, justement, qui parle de ça. Donc, je ne peux pas... alors, lisez-le ou prêtez... on peut vous le prêter, mais je parle exactement... Je réponds exactement à ce que vous dites. C'est-à-dire que nous avions fait un plan, en effet, en 2004, et votre question est extrêmement importante. Pourquoi ce plan, qui avait prévu, comme vous dites, n'a pas été mis en place? Et justement, c'est ça la question. Et c'est ça. Pourquoi? Dites-le, pourquoi? Je vais vous le dire. Je l'ai écrit parce que c'est écrit dans cette maladie française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes un homme politique ou une femme politique et que vous écrivez un programme comme celui-là, les gens, tant que vous êtes ministre, vous dites oui, monsieur le ministre, vous avez raison, monsieur le ministre, et je fais ce que vous allez me dire. Et donc il y a, je l'ai même publié dans ce livre, ce programme. Mais dès l'instant où vous avez quitté l'administration, vous êtes redevenu un citoyen comme vous, madame. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, la plupart du temps, c'est ce que vous avez fait finit par retomber parce que vous avez des gens qui estiment que les hommes politiques ne sont que de passage, sont des gens qui sont pas si importants que ça, et que les ministres passent, mais eux restent. L'administration reste. Et donc, j'ai beaucoup de respect. Je veux pas faire de populisme, parce que j'ai du respect pour un grand nombre de fonctionnaires de l'administration, mais j'ai rencontré des gens qui me regardaient, et en particulier aux affaires étrangères, qui me regardaient comme un petit provincial avec un accent de Toulouse, médecin de surcroît, en disant, écoutez, oui, qu'il parle, et puis il va bien partir à un moment donné, et de toute façon, on continuera, nous. Voilà, donc ça, je pense qu'il est extrêmement important que notre pays fasse plus comme le Royaume-Uni que comme la France, c'est-à-dire que lorsque une équipe politique arrive, il n'y ait pas de cabinet autour des ministres, mais par contre, une administration choisie par le politique et qui fasse exactement ce que le politique souhaite, parce qu'après tout, le politique est là parce que vous avez, madame, voté pour lui, en tout cas dans sa majorité. Et donc, il a une légitimité. Or, malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup trop de filtres et beaucoup de gens, trop de gens de l'administration centrale qui disent « Écoutez, les politiques, c'est des gros rigolos, nous, on est bons, et de toute façon, il partira avant que nous partions. »
Oui. Non, mais monsieur, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites. Les politiques arrivent. Leur but, c'est de faire une loi, de faire parler d'eux, et après, ils partent et on s'en fiche complètement. Roselyne Bachelot, en 2008, elle a dit « Je vais injecter 10 milliards d'euros ». Tout ce que je vous dis, monsieur Douste-Blazy, c'est sourcé, je peux vous dire d'où ça vient. Hein. Et c'est Roselyne Bachelot qui a créé les ARS. On est bien d'accord. Et les ARS, au moment du Covid, en février, ont été bien décriés, puisqu'il y a même un directeur qui a été viré parce qu'il avait supprimé des lits ou je ne sais, quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, moi, monsieur Douste-Blazy, on a créé la Convention citoyenne pour le climat. Ben moi, je demande aux Français de se mobiliser et on va créer une Convention citoyenne pour vérifier les dépenses publiques. Parce que moi, je voudrais bien savoir où sont passés les 10 milliards d'euros qui ont été investis. Voyez-vous, on ne sait pas, là, on nous fait on va investir ci, on va investir ça, mais nous, on ne sait pas où ça va aller. Si ça va aller aux entreprises les plus grosses ou aux petits. N'oublions pas que ce qui fait marcher la France, c'est les petites et les moyennes entreprises. Et ça, faut pas que le gouvernement l'oublie. C'est grâce aux petites et aux moyennes entreprises. Parce que vous savez très bien que les petites entreprises qui ont fait des crédits, même s'ils sont garantis par l'État, ils ne pourront pas les rembourser. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont fait faillite. Donc, c'est pas possible. Donc, faut arrêter de nous mentir et faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Voilà. Moi, je me documente beaucoup, monsieur Douste-Blazy. Et je peux vous dire que tout ce que je vous dis, c'est sourcé. Et que madame Bachelot, elle a bien dit, je vais injecter 10 milliards d'euros. Et c'est elle qui a créé les ARS. Vous pouvez pas me dire le contraire. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi, et j'écoute très bien ce que vous dites. Il y a une seule chose que je peux pas vous dire, que je peux pas vous laisser dire. Une seule chose. C'est que les hommes politiques et les femmes politiques mentent toutes et tous. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que je vais vous donner mon exemple. Je suis, moi, professeur de médecine. À un moment donné, je pouvais aussi, moi aussi, faire beaucoup d'essais cliniques. Je pouvais aussi gagner très 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 bien ma vie. Et je pouvais avoir des propositions dans le privé qui m'auraient fait gagner 4 fois, 5 fois ce que j'ai gagné pendant 30 ans. Vous voyez, moi, je n'ai pas d'appartement, je loue mon appartement, et je ne fais pas de misérabilisme. Mais c'était pour vous dire aussi que si j'avais fait du privé, j'aurais pu aussi gagner beaucoup plus. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils font de la politique, sont tous des pourris. Parce que tous pourris, je sais à quoi ça mène. Ça amène à des votes qui sont extrêmement dangereux pour ce pays. Non, je crois, non, je ne vais pas jouer au jugement de Salomon, mais je comprends très bien la réaction de Philippe Douste-Blazy et je comprends très bien votre réaction, Marie-Claire. Moi, je crois que le problème, c'est ce que vous avez posé avant. Ce n'est pas un problème de politique ou pas, simplement. C'est un problème, mais moi, je n'étant pas haut fonctionnaire, je peux le dire, c'est un problème de l'administration française. Il y a 5 à 10 000 personnes qui ne bougent pas, qui sont garanties de l'emploi, qui sont là, qui les ministres passent, eux sont là, et effectivement qui enterrent ce qu'ils ont envie d'enterrer et qui exhument ou gardent ce qu'ils ont envie de... La haute administration, ce qu'on appelle, on n'aime pas ce mot, l'État profond. L'État profond, c'est lui qui décide. Et on a ce problème-là, et c'est un problème majeur, et c'est pas nouveau, ça date depuis au moins 40 à 50 ans, et où vous avez des politiques qui ont je dirais l'énergie de dire, écoutez, c'est nous qui décidons et c'est nous qui commandons, où vous avez des politiques qui se fient à l'administration et qui laissent faire. Et il est là le problème. Il est là fondamentalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes de Big Pharma, de conflits d'intérêts, etc. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a des politiques effectivement tout à fait honnêtes, comme il y a des politiques qui le sont moins, comme tout le monde, hein, comme toute variété d'humains. Mais je crois que le problème français, vraiment une des ressources du mal français, c'est cette administration qui ne bouge pas, qui est là et qui est lobbyisée et qui est absolument d'airain et que personne ne peut bouger. On a essayé, et c'est pas seulement en médecine, vous le savez très bien, hein, l'éducation nationale, etc., etc. etc. Voilà le problème, Marie-Claire. Alors là, ce sera à des politiques de le faire bouger, ou à nous surtout de le faire bouger un de ces jours. Voilà, Marie-Claire, vous avez votre réponse et merci. Vous voyez que d'ailleurs à Sud Radio, d'accord ou pas d'accord, on donne la parole à tout le monde et tout de suite on va filer dans l'Hérault pour donner la parole à Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis pas dégoûté, au contraire, parce qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ce que je voulais dire, mais ce que je ne comprends pas, c'est les allées et venues du gouvernement en disant du tout et du grand n'importe quoi. Je vais rejoindre les deux personnes, les deux auditeurs précédents qui sont passés à l'antenne, parce qu'effectivement, il y a des choses
choses qui sont complètement incompréhensibles. Moi, je suis allé en Suède. Par exemple, il y a 3 semaines, je suis allé en Suède. J'étais en Suède il y a 3 semaines. Pas de confinement, pas de masque, rien du tout. Tout se passe très bien. On arrive en France, en fait, à une période, on nous dit attention, il faut pas de masque. Donc on soupçonne que on prend pas de masque. Du jour au lendemain, on nous dit il faut des masques. Tant qu'il n'y avait pas de masque, en fait, et qu'on mettait pas de masque, il n'y avait pas une ampleur aussi importante du coronavirus. Du jour où on a mis le masque, en fait, on se rend compte qu'en fait, finalement, il y a de plus en plus de cas alors qu'on porte tous le masque. Je vois, moi, dans ma région, on porte tous le masque, on fait super attention et tout ça, on reste respectueux, mais il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles. Le gouvernement nous dit tout et son contraire. C'est vrai que je rejoins les deux personnes qui ont parlé, puisqu'on voit des médecins qui passent à tire-larigot, qui font du grand n'importe quoi. T'en as qui vont dire oui, l'autre ils vont dire non, l'autre il dit bleu, l'autre il dit rouge, l'autre il dit noir. Finalement, je rejoins tout le monde en disant qu'on ne croit plus personne, et je comprends le maire de Béziers, le maire de Perpignan qui dit stop aux conneries. Maintenant, on laisse ouvert tout le monde. J'ai des amis qui ont fermé leur discothèque depuis près de 8 mois. J'étais DJ avant. Heureusement que j'ai changé de branche au jour d'aujourd'hui. Je serai à la rue complète. J'ai des potes qui sont DJ. Ils sont quasi à la rue. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien pour eux parce qu'ils ont droit à rien. Ils rentrent dans aucune case. En France, si on n'est pas dans une case, on est une grosse merde. Et ça fait mal au cœur de voir qu'en fait, au gouvernement, il n'y a personne qui bronche, personne qui dit rien. Et il y a des petites gens, que ce soit des gens qui font de l'onglerie, que ce soit des gens qui sont maquilleuses, que ce soit des gens qui sont coiffeurs à domicile. On leur ferme la porte. On a un barbier qui vient dans notre village, il peut plus venir. Il est avec un camion, il peut plus venir. Mais on va où? En fait, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on va laisser ouvrir Auchan, Leclerc, tous ces grands trucs, et tous les petits commerces, on les laisse fermer parce qu'on n'en a rien à faire. Soi-disant, ils rapportent rien. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit Français qui rapporte à l'État. Et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas du gilet jaune, il va y avoir du citoyen qui va se rebeller. Et ça va faire mal, parce qu'on en a assez, parce qu'on ne nous écoute pas. Et puis, à la fin, on va finir par se rebeller. C'est vrai qu'on dit amen à tout, c'est vrai qu'on est des râleurs, mais quand on râle, c'est pour des bonnes choses la plupart du temps. On nous a ouvert la porte à l'assistanat, et aujourd'hui, maintenant, on aurait vraiment besoin d'être assisté pour des choses qui sont vraiment dans lesquelles on a besoin professionnellement parlant ou administrativement parlant, mais on peut pas. Et pour parler de l'administratif, on va parler des hôpitaux. Il y a 60% d'administratifs dans un hôpital. Pas 60, ouais. Et c'est payé, ils sont payés, les 3 quarts sont payés à boire le café à 9h, entre 9h et 11h. Donc là, je comprends plus. Et Cédric. Ça, c'est de source sûre sur Béziers. Ouais. Donc là, j'ai été abusé. Franchement, je trouve ça abusé. Cédric, on vous a entendu, effectivement, ça pose, on voit très bien Philippe, ça pose le problème, effectivement, là il y a un dialogue qui n'est pas simple, mais qu'il faut poser, bien sûr, entre les mesures absolument nécessaires, parce qu'il y a un problème, on ne peut pas le nier, mais en même temps, on ne peut pas laisser, et c'est vrai qu'en tout cas, le gouvernement, le pouvoir, donne l'impression, tout se passe comme si, je ne sais pas qui le veut, mais enfin, ça se passe comme si, il y a toute une carie de la population qu'on dit, allez, laissez pour compte. Et effectivement, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. Vous allez me dire que c'est comme d'habitude, mais là, ça se vit assez mal. Alors, d'abord, ça c'est vrai, et je comprends très très bien la colère des personnes qui perdent tout au fond, hein, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, moi j'ai été élu pendant 20 ans comme maire. Et j'ai toujours été élu d'ailleurs, j'ai jamais été battu aux élections. Et c'est parce que je comprends d'autant mieux les petits commerçants, parce que comme vous l'avez dit, c'est les petits commerçants quand même qui font marcher la France et les petites entreprises. Mais 2 mots sur ce que vous avez dit. La première, vous avez dit beaucoup de choses, mais 2 choses. La première, c'est l'histoire des masques. Vous voyez, quand vous dites, quand on mettait pas de masque, il n'y avait pas de maladie. Maintenant qu'on met les masques, mais de toute façon, ça sert à rien, puis de toute façon, ça repart. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut 3 semaines à 1 mois pour que une maladie comme celle-là se répande. Et donc, tout ce que nous avons fait, au fond, les uns et les autres, on a cru à la fin du reconfinement, du déconfinement, au début du déconfinement, on a cru que ça y était, c'était fini, on pouvait recommencer. Et c'est vrai que les masques, on ne les mettait pas. Mais d'ailleurs, personne ne nous disait de les mettre, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, au contraire. Mais non, voilà, au contraire. Donc, voilà. Et donc, c'est ça la grande question. C'est qu'au fond, on a toujours du retard et c'est maintenant que nous payons l'addition. Et on paie l'addition aussi, parce qu'au mois de
juin, juillet et août, quand on voulait se faire dépister, il fallait attendre 3-4 jours pour avoir le rendez-vous et 3-4 jours pour avoir le résultat. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. C'est ma première remarque. La deuxième, c'est ce que vous avez dit sur les personnels administratifs à l'hôpital. Et vous êtes pas loin du vrai. C'est-à-dire que là, nous devons, à tout prix, autant il y a 30 ans, 20 ans, nous avions besoin de directeurs d'hôpitaux pour remettre les choses en marche, autant là maintenant on voit bien que le médecin, le médical est passé sous l'administration. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un couple médecin-administratif et pas uniquement que d'administration à la tête de l'hôpital. Et ça, je vous rejoins totalement. Je viens de l'écrire dans ce livre, Maladie française. Eh bien, vous pouvez continuer de nous appeler comme Cédric au 0826 300 300. On vous donnera la parole dans quelques instants. André Berkoff et Philippe Touste-Blazy, toujours dans tous leurs états, avec vous aussi d'ailleurs, qui nous appelez beaucoup au 0826 300 300. Et on va donner tout de suite la parole à Shadia qui nous appelle de Paris. Bonjour Shadia. Oui, bonjour. Bonjour Shadia. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Touste-Blazy. Bonjour. Alors moi j'appelle parce qu'en fait, je suis comme beaucoup très en colère. J'ai beaucoup suivi les débats sur les solutions apportées à la crise sanitaire et j'ai l'impression qu'il y a quand même deux camps qui se dessinent. Il y a ceux qui proposent peur, confinement et masque, et puis il y a ceux qui proposent de tester les symptomatiques, pas tout le monde avec des résultats rendus sous 15 jours, 3 semaines, ça sert à rien, mais des résultats rapides, isolés, et surtout, en fait, comme les médecins l'ont toujours fait, soigner. Prendre en charge, soigner avec des traitements qui manifestement, je ne suis pas médecin, mais qui manifestement existent et marchent, parce que quand on voit les débats, il semble quand même qu'il y a des éminents professeurs, et d'ailleurs je sais que vous défendez aussi la solution de soigner, qui me semble normal pour un médecin. Je ne comprends pas pourquoi ils le font pas tous. Et donc ça, moi, ça me met beaucoup en colère, d'autant que je me demande que si on avait écouté les seconds, c'est-à-dire ceux qui proposent de tester correctement, pas tout le monde, de manière ciblée, de soigner, d'isoler, est-ce que mon fils de 7 ans, ce matin, il aurait fait sa rentrée avec un masque qu'il va devoir garder pendant 6 heures, sans que je connaisse à ce jour les conséquences potentielles sur sa santé psychique et physique. Et voilà, et je veux savoir ce que vous en pensez, parce qu'on a beaucoup parlé des commerçants, et effectivement, on a beaucoup parlé de tous ceux qui ne peuvent plus travailler et manger, mais on n'a pas beaucoup parlé quand même de cette mesure qui est l'obligation du port du masque à partir de 6 ans. Et moi, ça m'a beaucoup révolté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Philippe Touste-Blazy, elle a raison, Shadia, c'est vrai, on n'a pas assez parlé de ça. Franchement, enfin, vous en savez, vous êtes quand même bien placé. Un enfant de 6 ans portant le masque pendant des heures, est-ce que ça fait rien, ça fait quelque chose? D'abord, je ne le sais pas, et moi quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. C'est bien. Donc, il semble, moi j'ai écouté le professeur Flao, qui est un des plus grands éminents épidémiologistes et infectiologues à Genève, qui lui a été le premier à parler de ça. Moi, dans tout ce que vous avez dit, le plus important, c'est de dire, est-ce que si nous avions, ou si nous avons aujourd'hui, le réflexe unique de prendre en charge les malades le plus précocement possible, est-ce que mon fils, aujourd'hui, serait obligé de porter le masque? Et c'est ça qui est important dans la question, parce que depuis le début, on ne parle que de la journée que l'on vit. Mais il ne faut pas parler de la journée que l'on vit dans une bataille. Il faut parler de la journée que l'on pourrait vivre victorieuse dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il n'y a que ça qui compte dans une bataille. Or, vous avez tout à fait raison. Donc maintenant, il n'y a que 2 choses à faire. Baisser le fameux R à 0,7, ça c'est terrible, c'est affreux, il y a des gens qui vont en souffrir, je le comprends, et c'est terriblement difficile. Mais il faut donner une perspective. Votre jingle, c'est « les carottes sont cuites ». Eh bien non, les carottes ne sont pas cuites. Je vous propose de changer votre jingle pour demain. Allô, ici André Berkoff, les carottes ne sont pas cuites. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'en sortir, avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire, dès l'instant où on aura jugulé, on aura baissé le nombre de contaminations, alors, oui, on dépiste soit avec du PCR qui donne des résultats, parce que je vous signale quand même qu'à l'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'IHU de Marseille, on donne les résultats PCR en moins de 20 minutes. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ce qui est vrai à Marseille n'est pas vrai dans le reste de la France. Ou alors des tests antigéniques.
au passage, ils valent 6 ou 7 euros, les autres valent 74 euros, je le dis quand même au passage. Voilà. Eh bien, si on arrive à noyer toute la France de tests antigéniques, bien évidemment que les théâtres vont réouvrir, bien évidemment que les restaurants vont réouvrir, parce qu'avant d'y aller, vous allez faire votre test et vous regardez si vous êtes positif ou pas, et vous l'avez en 10 minutes, un quart d'heure, le résultat. Donc, et si vous êtes positif, alors évidemment, il faut vous isoler. Si vous faites ça, je pense que nous avons gagné la partie. Il manque une perspective. Il faut donner une perspective à toutes les personnes qui font la guerre. C'est vrai, et en même temps, et vous êt aussi bien placé, Philippe Douste-Blazy, puisque vous avez pris de ce point de vue la défense de ce protocole. En même temps, ce que dit Shadia, elle le rappelle, c'est qu'il y a effectivement 2 catégories de gens qui disent c'est terrible, ça va être atroce, etc., on va souffrir le martyre, et d'autres qui disent pas qu'on va pas souffrir, mais qui disent traitons tout de suite. Ce protocole précoce, il existe. Oui. Pourquoi, alors moi je vous pose la question quand même, pas pour revenir là-dessus, pourquoi il y a toute une partie des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce protocole? Je parle de protocole de l'IHU Marseille. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. Franchement, c'est quand même une histoire incroyable. Non, parce que, si vous voulez, dans le protocole de Marseille, c'est ça qui a été terrible dans ce pays, c'est que tout a été confondu. On a parlé d'hydroxychloroquine, mais au fond, c'est une théorie, c'est pas une théorie, c'est une stratégie que le professeur Raoult a inventée en 48 heures. Mais comme d'ailleurs le professeur Drosden à Berlin, c'est-à-dire qu'ils ont dit, devant cette épidémie que l'on ne connaît pas très bien, testons, et immédiatement, si on teste très vite, évidemment on va avoir des gens qui ont la maladie depuis 2-3 jours simplement, ils sont en pleine phase virale, et là on les soigne. Là on les soigne, et surtout, on leur parle. Alors, on leur dit, voyons, vous allez bien pour l'instant, très bien. Moi, par exemple, j'ai décidé d'aller à la réserve sanitaire à la première vague. J'ai dit, je veux aider. On m'a mis avec un casque sur la tête au 15 et au SAMU. Très bien. Donc je recevais les appels des gens. Les gens disaient, j'ai mal à la tête, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Très bien. Donc ils avaient le Covid. Et j'ai demandé à ma hiérarchie, puisque moi j'étais juste à la base, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit, vous pouvez les laisser chez eux, et s'ils sont essoufflés, qu'ils nous rappellent. Mais qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? D'abord, ils ont contaminé toute la famille, et ensuite, quand ils étaient essoufflés, alors c'était trop tard, parce qu'ils étaient à quelques jours ou quelques heures de la réanimation. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui vous donne une inflammation du poumon. Et donc, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre saturation d'oxygène, elle passe de 99 à 95. Vous êtes toujours en pleine forme, ça ne se voit pas. Donc, le premier truc qu'il faut faire, c'est voir les personnes, leur acheter à 30 ou 40 euros une machine à saturation d'oxygène à la pharmacie, et vous regardez tous les jours si vous baissez à 95. Si vous baissez à 95, vous appelez immédiatement le médecin et l'hôpital. Pourquoi on leur a pas dit tout ça? Mais c'est ce que je dis, c'est ça qu'il faut dire à toutes les personnes aujourd'hui. Toutes les personnes aujourd'hui, puisqu'on voit que les réas sont en train de monter comme un flux invraisemblable, c'est ça qu'il faut dire, soigner les gens. Moi je suis médecin, c'est un sacerdoce la médecine. Vous avez un malade devant vous, vous le soignez. Et quand vous êtes médecin de tous les Français, eh bien vous devez leur dire ça. Et pas uniquement compter le nombre de morts ou compter le nombre de gens qui rentrent aux soins intensifs. Comme on l'a fait à quotidiennement pendant un moment. Allez, au retour de standard 0826 300 300, on donne rapidement la parole à Agnès, qui nous appelle elle aussi de Paris. Bonjour Agnès. Agnès, bonjour. Bonjour, merci Monsieur Berkoff, et je remercie aussi déjà le docteur Douste-Blazy déjà pour avoir soutenu le professeur Raoult, le seul crédible à mes yeux. Voilà. Alors écoutez, moi, je suis très en colère parce que, comment dire, déjà avec le politique, hein, mais pas seulement celui présent, mais les autres. Hein, voilà. Je trouve qu'on n'a plus de vraie politique comme il y a, je suppose, très très longtemps. Je ne sais plus à quelle date. Là, je voudrais poser une question à Monsieur Douste-Blazy. Sur les fameux tests, alors moi je suis pas médecin, c'est uniquement par la logique des discours hein, que je fonctionne. Donc les tests, par exemple, beaucoup de médecins disent au niveau de cette fameuse multiplication. Vous voyez, les tests PCR, ils sont assez nombreux à dire que quand c'est multiplié à je ne sais plus combien, évidemment, qu'on va trouver des virus qui datent de... Voilà. Donc,
Voilà, les 30 à 40 ou 50, c'est des cadavres de virus prêts. Enfin, voilà. Donc, je voudrais savoir ça, puisqu'il y a d'autres pays qui le font beaucoup moins, moins de multiplication. Oui, on va vous donner tout de suite la réponse, parce que nous arrivons presque en fin d'émission. Merci Agnès, en tout cas. Oui, alors en fait, alors, encore une fois, le professeur Raoult, lui, lorsqu'il donne la réponse du PCR, il donne la réponse en disant, voilà, soit vous êtes très, très, très positif, parce qu'il y a eu très peu de cycles, et en fait, on voit le virus tout de suite. Au bout de 4, 5, 6, 7, 10 cycles. Et là, donc, ça veut dire pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que vous êtes très contagieux. Et à l'inverse, s'il faut plus de 30, 35 cycles pour trouver un fond de virus, ça veut dire que vous êtes encore peut-être positif, mais vous n'êtes plus contagieux. Donc ça nous est complètement égal. Le problème d'être positif, c'est, bon, vous êtes malade, mais la question, c'est surtout que vous êtes contagieux. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est une lutte contre la montre. C'est une course contre la montre, et c'est la raison pour laquelle les tests rapides, c'est la seule solution, à condition d'isoler les malades immédiatement. Et vous avez évidemment raison, et n'est positif que les gens qui sont en fait positifs et contagieux. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy, et merci à vous André Berkoff. Je rappelle ce livre Maladie française aux éditions L'Archipel. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et sur sudradio.fr. On se retrouve et en podcast évidemment sur sudradio.fr. On se retrouve André Berkoff demain à midi, puis tout de suite Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.